et c'est une occasion unique pour nous de parler de ce que nous faisons et surtout pour les acteurs locaux que nous sommes. Et je profite pour dire merci à Fabroni. On s'est dit régulièrement, on ne se voit pas souvent. Et je pense que c'est dans cette action de travailler ensemble, parce que les défis sont énormes, que nous arriverons quand même à quelque chose de concret. Il n'y a pas eu de développement sans travail, il n'y a pas eu de développement sans que les pionniers se lèvent et décident de relever les défis. Donc c'est à cela qu'on s'attend. Donc le terme d'aujourd'hui, bon, je me présente, je suis économiste à la base, financier actuellement, et je m'intéresse à tout ce qui est culturel et notamment ce que nous avons commencé par faire, comme le présentateur l'a dit. Nous avons développé le Scrabble dans les langues du Bénin, le fond, le Yoruba, le bâtonneau, donc c'est pourquoi j'étais très étonné parce que le nom, effectivement, portait confusion. Le Goum, le Milan et le Hadja. Notre objectif est de développer ce jeu dans toutes les langues du Bénin. Parce que pour nous, la multitude des langues est une richesse. Donc, pour aborder le thème d'aujourd'hui, l'influence des langues maternelles béninoises sur le développement économique et financier, je vais dire en introduction que si vous regardez un peu dans le monde, nous avons, il y a eu l'étude de SEAL est une organisation américaine qui a parcouru tout le monde entier et qui a beaucoup plus travaillé sur les langues en voie de disparition. Et ils ont produit des statistiques sur les langues en disant qu'on a 7111 langues dans le monde entier environ. Ça peut être plus. Et dans ces langues, nous avons à peu près 23 langues qui sont les plus parlées par la moitié de la population mondiale. Mais quand vous regardez, vous voyez que même le monde apprécie la diversité des langues. Et même si par la force des choses, l'anglais, le français et d'autres langues aujourd'hui sont des langues dominantes et de communication, il n'en demeure pas moins que les langues qui ne sont pas représentées sur le plan international jouent aussi un grand rôle dans les économies locales et dans le quotidien de la population. Bon, j'ai juste fait quelques slides, juste pour structurer un peu ce que j'aurais à dire, parce que j'ai trop à dire. Et je n'étais pas sûr que sans slide, je puisse rester cohérent, parce que je pourrais aller dans tous les sens. Mais bon, donc c'est juste quelques aspects que nous allons aborder sur le côté bénéfique de l'apprentissage des langues, de nos langues maternelles, et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et quels sont les quelques arguments que nous avons, parce que c'est pas facile d'argumenter sur l'impact des langues, l'impact économique surtout, parce que c'est un sujet en économie qui n'a pas encore été très développé. Il est évident, nous savons tous, que apprendre le français comme nous avons fait nous a quand même permis d'avoir plus de chances que les autres. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que quelque part, nous avons été à l'école. Bon, la plupart de ceux qui sont ici. Donc vous voyez déjà que apprendre une langue dominante a des avantages économiques. Bon nombre d'entre nous ici sont entrepreneurs, salariés et visent aussi à être ministre, chef d'État et tout. Donc le modèle qui a été implémenté jusque-là, c'est un modèle d'utiliser une seule langue pour unifier les gens et utiliser une seule langue pour langue d'éducation et langue de travail, comme vient de dire, de préciser le juriste qui est passé. Donc, comme je le disais, nous avons 7000 et quelques langues qui sont parlées dans le monde, 23 les plus parlées. Le Bénin, on en compte environ 70 langues. Bon, ça peut être plus parce que les statistiques ne reflètent pas
toujours toutes les hostilités de ce qui arrive. Donc, on a 70 langues, et dans les langues qu'on a, bon, il y a une dizaine qui sont les plus parlées au Bénin. Donc, comme je le disais, quelle est l'importance, quel est l'intérêt pour l'économie aujourd'hui? Parce que, vous savez, en économie, on parle de la productivité du capital humain. Les entreprises ne peuvent pas croître, on ne peut pas parler de croissance. Croissance économique, quand on parle de croissance économique, c'est que la production intérieure du Bénin ne peut pas croître si on n'a pas des entreprises performantes. Mais qui sont ceux qui animent ces entreprises? Des personnes qualifiées. Et ces personnes ont suivi une éducation rigoureuse de base. Ils ont été à l'école, ils ont accumulé du savoir, et c'est ce savoir qui est valorisé dans les entreprises. Donc, l'aspect langue, éducation et économie, c'est déjà démontré pour les langues dominantes. Et ce qu'on se demande, est-ce que si nous commençons par parler des langues, est-ce que nos enfants auront de bons résultats à l'école? Est-ce que ça ne va pas perturber leur évolution normale? Moi, je me rappelle qu'on m'a dit, mais pourquoi tu veux nécessairement que ton enfant parle le fond à la maison? Parce que j'avais insisté pour qu'il parle que le fond à la maison. Sa maman n'était pas d'accord, et ça a été très difficile pour moi de garder cela. Et quand il a commencé l'école, il y a eu quelques difficultés, mais l'enfant s'est retrouvé. Et il parle aujourd'hui les deux langues. C'est-à-dire, quand il est avec moi, quand il est à l'aise, il parle couramment le fond. Mais des fois, il vient, il parle aussi français avec sa maman. Donc, comme je le disais, à vrai dire, c'est de marcher, pas encore. C'était une digression de ma part. Et donc, comme vous le voyez, les économistes aujourd'hui s'intéressent aux langues parce qu'ils ont vu qu'il y a un grand potentiel à développer en matière de productivité. Et si vous regardez toute cette masse de gens qui ne parlent pas français et qui ne participent pas à l'économie formelle, plus ou moins, et si nous avons une solution qui permettait à tous ceux-là aussi de contribuer de façon formelle à l'économie, vous voyez déjà ce que ça peut créer. Donc, nous sommes des économies dans lesquelles peu de gens réfléchissent, ils font tout à la tête des autres et pensent qu'ils ont l'intelligence, ils ont la capacité de penser à la place des autres et qu'ils ont tout. Mais ce n'est pas évident. Plus on a de gens, plus on a des opinions diversifiées et plus on peut développer des idées. Donc, par rapport aux autres disciplines comme la linguistique, qui sont déjà la linguistique, la philosophie, la sociologie ou bien même la psychologie, qui sont très en avance par rapport à l'économie. L'aspect qui intéresse les économistes dans le développement des langues, c'est la capacité de ces langues à développer des compétences des populations. Les compétences existent, mais ne sont pas formalisées. Lorsque vous alphabétisez des gens, vous leur donnez comment dirais-je, vous leur donnez la capacité d'apprendre d'autres choses. Tous ceux qui ont reçu l'éducation de base, qui savent lire et écrire, ont une propension à vite assimiler des formations techniques. Aujourd'hui, si vous êtes économiste, ou si vous êtes docteur, et que la conjoncture fait que ça ne marche plus, vous pouvez faire des formations supplémentaires, tout simplement parce que vous avez un niveau qui vous permet de facilement vous adapter. Donc, pour des gens qui ne savent pas lire et écrire, il y a un problème d'acquisition du savoir. Parce que vous ne pouvez pas étudier sans lire. Le professeur ne va pas tout vous dire. Vous avez besoin, d'après avoir suivi les prestations magistrales et tout, de vous asseoir et de lire. Donc, il y a plus de connaissances concentrées dans les livres que dans ce qui se dit, dans une salle de classe ou bien dans un amphithéâtre. Donc, je ne suis plus le slide, mais vous pouvez évoluer. Donc, l'un des premiers aspects qui m'a intéressé, c'est l'accès à des marchés diversifiés. Donc, la diversité linguistique facilite la communication
favorise la compréhension culturelle et stimule la croissance économique en ouvrant d'autres opportunités de marché. Parler plusieurs langues permet aux entreprises de communiquer efficacement avec les clientèles diversifiées, entraînant une meilleure pénétration des marchés, excusez-moi pour la faute, c'est pas ma langue, et des ventes plus élevées. Donc, ce qu'on veut dire par là, vous voyez aujourd'hui, le marketing joue un très grand rôle. Et les gens ont aussi bien compris aujourd'hui que si vous regardez un peu dans nos réseaux sociaux ce qui se fait, les gens commencent par faire des publications, des publicités en langue. Et si vous observez très bien aussi, vous allez constater que certains artistes ont compris le jeu et ils ont commencé par chanter en langue. Et les artistes qui chantent en langue aujourd'hui sont les plus populaires. Pourquoi ça? Pourquoi les gens s'intéressent plus à quelque chose de chez eux, à ce qui est fait chez eux? Pourquoi? C'est tout simplement pour vous dire que lorsque vous parlez français, tout le monde, bon, plus ou moins les gens vous entendent, mais ils ne comprennent pas les sœurs. Mais lorsque vous parlez leur langue, ils sont plus attentifs à ce que vous dites. C'est paradoxal, mais même à des intellectuels, c'est pareil. Vous faites un discours magistral en français, vous finissez, et après le monsieur vous pose une question qui montre qu'il n'a pas du tout ce que vous avez dit. Mais quand vous commencez des échanges en langue, alors là, il s'ouvre et il vous parle. J'ai eu une petite expérience avec une dame suisse, elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez le complexe à parler vos langues. Et elle me dit, en Suisse, on publie dans je pense que ce sont 4 langues, et publie dans les 4 langues, mais ça ne gêne personne, tout le monde se retrouve. Donc c'est des approches que nous devons aussi exploiter ici. Donc le marketing aujourd'hui met l'accent beaucoup plus sur la possibilité de toucher plus de monde en publiant, en faisant des publicités en langue. Quand vous prenez le cas de YouTube, vous allez constater qu'il y a des transcriptions qui se font. Quand vous regardez une vidéo, vous activez la transcription, vous prenez les sous-titres, vous voyez, bon, si la zone dans laquelle vous êtes est plus ou moins anglophone ou bien francophone, les transcriptions sont automatiquement adaptées. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces géants de l'Internet travaillent déjà sur les langues africaines. Ils sont très avancés. Et ils ont déjà ajouté récemment, je crois, une vingtaine, une trentaine de langues dans c'est le hindi, non, en anglais, le hindi, la langue de l'Inde, bien sûr, qui a été ajoutée. Et il y a aussi plein de langues comme ça qui ont été ajoutées. Ils sont en train de travailler aussi sur le Swahili pour que le Swahili soit ajouté. C'est pour vous dire quoi, ces géants ont compris que pour que leur contenu soit plus visualisé et compris par toute la planète, il ne faut pas seulement publier en anglais, en français, ou bien en espagnol et autres, mais il faut aussi publier dans les langues africaines surtout. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, a un regain d'intérêt pour l'Occident de façon générale. Pourquoi? Parce que la croissance est un ralentissement dans la plupart des économies mondiales. En Afrique, nous avons encore beaucoup de potentiel. Et les gens voient déjà le potentiel. Le marché d'abord, africain, c'est un marché très jeune. Et ce marché est un grand vivier de consommateurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ces géants s'intéressent déjà à la transmission des langues. On se demande si nous, les acteurs locaux, on pourra résister à leur technologie et surtout à l'événement de l'intelligence artificielle qui peut très très rapidement arriver à bout des défis qu'on avait. Donc les défis d'entre-temps ne sont plus les mêmes défis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des avancées technologiques qui nous permettent comment on appelle, de vaincre tout ce que nous pensons être impossible. Ce que je dis, ça se fera dans quelques années. Dans un an déjà, vous allez voir les effets. Donc, en matière de commerce international et de diplomatie, la diplomatie
c'est ce dispositif qui nous permet de nous mettre en contact avec les autres et de discuter avec les autres. Mais est-ce que vous savez que, j'ai même mis l'exemple là, la dernière fois, vous savez qu'il y a eu une friction entre le Nigeria et le Bénin, parce que il y avait eu le Nigeria avait pris des dispositions qui n'en pas le Bénin, et puis, mais c'est du côté du Nigeria que c'est venu parce que le Nigeria disait que nous importons des produits qu'ils ont interdits. Et ça a amené même à ce qu'on fait des frontières. Mais vous voyez qu'il a fallu que le président qui est là actuellement nomme un ministre des Affaires étrangères, connaissant très bien son biologie technique, qui est Yoruba de souche, pour que rapidement tout revienne à la normale et que même le président Tinubu vienne au Bénin célébrer la fête de l'indépendance avec nous. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu des discussions. Et pensez-vous que ce serait possible si on allait là-bas seulement parler anglais, puis ça s'arrête là, comme de gens parlent anglais. Mais tout simplement parce qu'il parle Yoruba, il peut discuter facilement et convaincre les autres. Donc la diplomatie en diplomatie, c'est la confiance. Et la confiance n'est pas toujours véhiculée par les langues dominantes. Parce que c'est vrai que nous parlons, c'est des langues qui plus ou moins nous ont été imposées, mais nous ne nous sommes pas posé beaucoup de questions, nous les avons adoptées. Mais dans le cours des choses, vous voyez que nous sommes très enclins nous sommes toujours attachés à nos langues maternelles. Donc j'ai donné l'exemple là pour montrer un peu comment nos langues peuvent faciliter le rapprochement culturel et peuvent être aussi source de confiance. Lorsque je vais acheter un bœuf, que je parle peul, comprenez que le peul ne me vendra pas le bœuf au même prix que quelqu'un qui vient parler français, qui vient discuter du prix en français avec lui. Il en est de même si vous voulez épouser une femme, si elle est mina, même si vous êtes bâtonneux, que vous arrivez à parler mina avec elle, vous avez plus de chances d'être réputé. Donc, c'est pour vous dire que nous ne devons pas négliger le côté cognitif qui joue sur la pratique de nos langues maternelles. Un autre aspect, c'est l'innovation et la créativité. Je vais vous dire quelque chose, c'est que pour créer, pour innover, il faut avoir un niveau de langue. Excusez-moi, nous avons été tous à l'école, mais nous pensons que nous maîtrisons le français plus que le français. C'est faux. Il y a, lorsque vous avez un niveau de langue donné, la créativité vous vient d'office. Et pourquoi nous ne sommes pas si positifs que les autres? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas exploité notre héritage maternel pour accéder à la connaissance. Le docteur l'a dit tout à l'heure ici, en réalité, les langues n'ont pas, les connaissances n'ont pas de langue. Une connaissance, un concept qui existe ailleurs peut être transposé dans notre langue. La science n'a pas de langue. Les mathématiques qu'on fait en français, en anglais, dans les autres langues peuvent se faire en fond, en bâtonneau, en bariba, en goum, autre. Tout ce qui nous manque, est-ce que nous n'avons pas compris? C'est que si nous allons à la genèse du développement des économies européennes, nous allons comprendre qu'il y a eu une vague d'écrivains qui se sont évertués à traduire le grec en français, en anglais. Et ce n'est pas seulement la Bible qu'ils ont traduit. Ils ont traduit pas mal de choses. La littérature grecque, la philosophie grecque. Platon n'était pas français. Socrate n'était pas anglais. Et autres. Donc, ça nous a manqué. Nos premiers intellectuels n'ont pas compris l'enjeu. Parce
Parce que s'ils avaient compris l'enjeu, ils allaient retourner, transmettre, transcrire tout ce qu'ils ont appris à l'école à leurs parents. Vous voyez la Chine, vous voyez le Japon. La Chine a envoyé plein de... D'abord, à commencer par le Japon, parce que ça, c'est l'exemple. Les Chinois aussi n'en fait pareil. Le Japon part, c'est plutôt dans la version 4e. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens étudier, ils ont étudié, mais on leur dit, mais tu étudies, tu reviens, tu transmets tout ce que tu as vu là-bas en chinois, ou bien en japonais. Et ça a fait que les gens ont développé des compétences cognitives dans leur langue et ont développé la science dans leur langue. Qui peut dire aujourd'hui que le Japon n'est pas une puissance économique? Ils ont été relégués récemment par l'Allemagne. Les Allemands, c'est des pays où les langues ne sont pas nécessairement parlées dans tout le monde entier. Vous prenez le Japon, combien de gens parlent japonais dans le monde entier? Donc ce n'est pas le nombre qui détermine la force d'une langue. On choisit une langue parce qu'elle nous aide à facilement assimiler le savoir. Si vous prenez une langue qui vous rend difficile d'accès au savoir, laissez les langues là et prenez une langue qui vous permet d'accéder facilement au savoir. Ce qui manque à nos langues, c'est de trouver de grands traducteurs. Nous avons l'IA aujourd'hui, de trouver de grands traducteurs qui sont capables de convertir les concepts scientifiques, les concepts occidentaux dans nos langues, pour que les gens qui comprennent déjà cette langue puissent s'en saisir et les utiliser pour développer notre pays. Donc, une relation très étroite entre les langues, l'assimilation des langues et le développement technologique. Un exemple qui me vient, c'est que quand vous voyez le temps que ça nous a pris avant de maîtriser le français, de parler français. On a fait la maternelle, 2 ans, on a fait 7 ans. Pour ceux qui ont redoublé, ça s'allonge, ça se rallonge. Et on a fait l'université. Certains ont fait 5 ans. Bon, moi j'ai fait 10 ans. Et des fois, même on se demande pourquoi on étudie tout ça. Pourquoi on étudie? Mais est-ce que vous savez que ces connaissances que vous avez prises, plus de la moitié, bon, en tout cas, je ne dis pas la moitié de votre vie, hein, mais vous avez compris, vous avez passé tout ce temps de votre jeunesse où vous étiez très frais, vous pouvez peut-être consacrer le peu de temps, si toutes ces connaissances étaient dans vos langues, en peu de temps, vous allez maîtriser. J'ai eu une amie chinoise qui m'a dit ceci. Il dit, Kevin, je n'ai jamais été à l'école. Je dis, comment? Elle est ici, hein? Je n'ai jamais été à l'école. Je dis, tu n'as jamais été à l'école? Elle dit, oui. Mais comment tu arrives à... Elle dit, non, chez moi, je comprends le chinois et on m'a appris à écrire le chinois. Et avec ça, je suis venu au Bénin si j'avais rien. Je ne comprenais pas français. Mais je savais lire les chiffres. Je savais faire les affiches. En tout cas, je comprenais quand même. Je peux discuter avec mes amis chinois. Mais je n'ai jamais été à l'école. Son clavier et tout, c'est en chinois. Mais ça ne l'a pas empêché de se développer. Elle a de l'argent, bien sûr. Elle a beaucoup d'argent. Moi, j'ai changé avec elle parce qu'on s'est connu à cause de l'anglais. Mais, je vous dis, elle n'a jamais été à l'école. Elle est venue au Bénin s'enrichir, elle est venue avec son sac au Bénin. Et notre économie, là, elle s'est servie. Nous, on est ici, et puis, vous voyez. Donc, c'est important d'être fier de d'où l'on vient. On peut utiliser ça dans matériel ici. Tout ce que je manque, c'est les ressources. Et pour que ces ressources soient disponibles, il faut une volonté politique qui comprenne les enjeux et qui mette à la disposition des peuples des opportunités d'apprendre et d'approfondir le tourisme et l'hôtellerie. J'ai mis ces deux je me demande si c'est le bon slide que j'ai envoyé là. Bon, donc je dis le multilinguisme améliore l'expérience touristique, facilite la communication, améliore aussi le service client et les échanges culturels. Vous voyez pourquoi les gens s'intéressent à nos pays?
qu'on a une culture riche et ils ont tellement vu la même chose partout et ils veulent voir quelque chose de différent. Donc quand ils viennent en Afrique, ils veulent voir notre culture. Mais cette culture qui attire tant de monde et qui a même fait objet de politique d'orientation stratégique du gouvernement pour développer le tourisme et tout ça, se nourrit de quoi? Est-ce qu'on peut réfléchir, en tout cas, est-ce qu'on peut enrichir cette culture sans la langue? Si on enlève les langues locales, est-ce que cette culture va exister? Est-ce qu'il y a un fétiche là où on lui parle une autre langue, on lui parle le français, il comprend? Si ce n'est pas le Yoruba ou bien un fond un peu, tu vois, quand on parle au fétiche avant qu'il ne réagisse, le fétiche ne comprend pas français, il ne comprend pas l'anglais. Il faut lui parler fond, ou bien parler Yoruba, il comprend. Bon, si c'est beaucoup, c'est une culture Yoruba, donc il faut parler Yoruba, si on ne parle pas Yoruba, le fétiche ne comprendra rien. Donc, ce qui anime notre culture, l'anime avec nos langues. Et c'est ça qui se transmet par tout ce que nous voyons comme objet culturel et tout ça, et qui attire les gens. Donc si on ne met pas l'accent sur, on n'accompagne pas ceux qui animent la culture, on n'aura rien en retour. Donc, nos langues sont, je dirais, ont la même intelligibilité que les autres langues. Il suffit que nous-mêmes, nous soyons convaincus de ce que nous disons. L'éducation, tout part d'ici. Tout part d'ici. Tout à l'heure, le docteur disait, ah, j'ai sorti quelque chose, j'ai traduit la Constitution en Batonou, mais les gens ne lisent pas. Oui, les gens ne pourront pas lire parce qu'ils n'ont pas connaissance de la graphie de la langue, de l'orthographe ou bien de l'écriture de la langue. Donc, le travail préalable, c'est ça. Il y a eu beaucoup de vagues d'alphabétisation, mais à chaque fois, les gens étaient découragés parce qu'ils ont produit pas mal de choses. J'en ai vu quand j'ai commencé, et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on a démarré cette affaire, on a dit, on va mettre tout le temps sur l'alphabétisation d'abord. Après, on va sur ça, qu'on appelle de la publication d'ouvrages et tout. Parce que si les gens n'assimilent pas correctement l'alphabet, n'arrivent pas à former des mots et à faire un certain nombre de choses, vous leur remettez des tests, ils ne pourront pas, ils vont toujours rester dans l'oralité. Donc, qu'est-ce que l'école a à faire? L'école a comme mission de rapprocher la société, de créer un rapprochement entre l'éducation et la société. Vous savez, il y a deux mondes chez nous. Il y a le monde de ceux qui vont à l'école, qui évoluent normalement. Il y a le monde de ceux qui ont décidé de ne pas aller à l'école et qui sont dans l'informel, qui vivent leur vie comme ça, avec des niveaux de revenus très bas et tout. Et il y a une totale déconnexion entre les deux. C'est-à-dire, ceux qui vont à l'école, d'abord, l'enfant commence l'école, il commence le premier, on lui dit, la langue que tu parles à la maison, là, ça ne fait pas ici. Ici, là, c'est le français, on parle. Si tu parles ta langue, on va te mettre signal. Donc, on traumatise l'enfant que sa langue n'est pas bonne, qu'il n'a pas le droit de parler de la langue. Il y a des maîtres sévères qui peuvent mettre des enfants à genoux pendant des heures. Bon, maintenant, bon, il y a ça à diminuer un peu, mais en tout temps, vous faites la croix, on vous met des briques ou bien quelque chose comme ça, ou bien on vous met à genoux au soleil, parce que vous avez parlé fond en classe. Bon, on ne dit pas fond, mais la langue vernaculaire. Donc, vous voyez, donc, l'école même organise un traumatisme de nos enfants, et en rejetant la langue des enfants, c'est qu'on rejette leur culture. On les apprend à rejeter les cultures. Et la période d'assimilation des enfants, c'est au primaire. La grammaire française que vous avez appris, vous avez remarqué que même au collège, vous n'avez plus appris grand chose. En fait, c'est beaucoup primaire que vous avez tout appris.
Donc cette période de 7 ans est un lavage de cerveau pour beaucoup d'enfants, j'en fais partie aussi, où nous sommes déconnectés au fil des années de tout ce qui est culturel et tout. Donc c'est très difficile pour nous de maintenir qu'on appelle l'amour pour notre culture. Vous savez, il y a une chose. Quand j'achète quelque chose, c'est parce que culturellement je suis attaché. Je représente les valeurs parce que je vois. Je voudrais vous donner un petit exemple. La dernière fois, je suis allé et j'avais envie de manger. Qui a mangé du manioc avec haricots ici? Ouais. J'ai pu jamais manger ça. Et je me promenais, j'ai vu une dame qui faisait ça. J'ai acheté. Je suis venu à la maison, j'ai appelé mon garçon. J'ai dit, je vais manger ça. Ça m'a dit, ça c'est encore quoi là? Ça c'est une nourriture de chien. J'ai dit, mais ça. J'ai dit, mais t'as dit, je suis jamais mangé. J'ai dit, jamais. D'accord. J'appelle mon garçon, on commence à manger. On finit. Et vive. D'accord. Vous savez que 2 semaines après, j'étais là. Mon garçon vient me dire, papa, tu as acheté lui, il ne connaît pas Ignam. Il ne connaît pas Manioc. Il dit Ignam. Donc, il dit, devine, pourquoi? J'ai dit, ok, je suis allé acheter. Et c'est pareil pour beaucoup de biens, le jogoli et tout ça. C'est parce que vous en mangez quand vous étiez petit, et que plus je commence à je mange, que demain, quand vous voyez une dame le faire, vous achetez. Donc, c'est quoi? C'est que nos habitudes de consommation sont très liées à notre culture. Nous consommons plus ce qui vient de notre culture que ce qui vient d'ailleurs. Mais il y a un contraste pour les citadins que nous sommes. Il y a une extraversion à outrance à la consommation venue d'ailleurs. Donc, vous allez voir des gens qui mangent des shawarma, qui mangent des plats bizarres. Bon, pas bizarre, hein, excusez-moi, pour ceux qui en mangent. C'est pas bizarre, mais il y a cette extraversion est due au fait, est le reflet d'un déracinement culturel. Où les individus, les agents économiques ne se retrouvent plus dans les productions locales. Tout simplement parce qu'il y a eu des connexions de la culture. Donc, encourager la culture dès la base, c'est assurer la consommation locale dans le futur. Si vous habituez vos enfants à manger des fromages venus d'ailleurs, à ne pas préférer le wagashi qui est fait localement ici, parce que quand vous achetez le wagashi, c'est que vous encouragez, vous donnez de l'argent, vous donnez des revenus à la dame qui fait le wagashi. Quand vous achetez à Monsoja, c'est que vous encouragez la dame qui est venue là. Quand vous voyez la dame de Bouilly là, vous allez prendre votre coco avec de quoi? Est-ce que vous prenez ça parce que vous ne savez pas pourquoi vous prenez? Parce que culturellement, vous avez l'habitude de penser. Pourquoi vous prenez? Donc, c'est dans la promotion de la culture que nous développons une économie à long terme. Les gens ne voient pas le lien, mais le lien est là. Nous avons des Africains qui sont totalement extravertis. Totalement extravertis. Il y a des gens qui sont. Ils ne parlent pas fond, ils ne parlent pas français. Bon, ils parlent français, mais son français est comme ça. Les gens, oui, c'est ce qui se passe. Donc, finalement, on a des individus qui sont là, qui n'ont pas de culture. Ils pensent qu'ils ont de culture, mais ils n'ont pas de culture. Et on a plein de gens comme ça. Donc, des gens qui sont pas, qui sont ni l'un ni l'autre, auront du mal à avoir de bonnes idées, auront du mal à creuser dans le fond pour développer des choses. Il y a, à partir du moment où l'école est un acquis, où les décideurs politiques ont compris l'enjeu que l'intégration des langues dans les écoles, dans les universités n'est pas un obstacle, mais ça participe à la diversité culturelle et que ça encourage la productivité et tout, il va se développer. Parce que quand on fait comme ça, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare la demande. S'il n'y a pas la demande, l'offre ne sert à rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le professeur n'a pas pu vendre ses livres. Parce qu'il n'y a pas de demande. La demande, c'est quoi? C'est des gens qui sont disponibles à lire. C'est des gens qui savent lire. Donc, il faut
à partir du moment où on a cet acquis, c'est que vous avez des industries qui vont se développer, des gens qui vont traduire le fond en Yoruba et qui vont traduire le Yoruba en fond. Les Yoruba vont dire, nous sommes intéressés par le batonou. Il y aura des batonous qui vont être traduits, le terme batonou en Yoruba. Et c'est comme ça que nous allons développer. Donc, vous voyez, il y a des interactions qui manquent encore dans notre façon de voir les choses, dans la façon dont les choses évoluent chez vous. C'est que lorsque les peuples sont ensemble comme ça, l'autre détient quelque chose que je n'ai pas. Vous prenez le peuple ne réfléchit pas de la même façon que le fond. On n'a pas les mêmes perspectives du monde. Mais c'est cette diversité qui fait de nous des gens uniques. Et il y a des langues qui sont très intelligibles. Toutes les langues sont intelligibles. Mais il y en a qui sont plus flexibles que d'autres. J'avais fait une petite expérience en programmation quand j'ai commencé. Et je pensais qu'il fallait prendre n'importe quelle langue de programmation et commencer par développer. Je me suis cassé la tête à plusieurs fois et quelqu'un m'a dit non mon cher, c'est pas comme ça. Il faut bien regarder la langue avant de prendre. Il fallait prendre une langue qui est facilement assimilable. Finalement, j'ai trouvé ma langue. Et quand j'ai appris les concepts dans cette langue, aujourd'hui, quand je veux faire développer dans une autre langue, dans un autre langage, je dis bon, ok, j'ai déjà vu si, c'est à peu près les mêmes choses et je m'adapte très facilement. Donc, quelqu'un qui maîtrise, qui sait lire couramment le fond, ou bien sa langue maternelle, qui sait écrire, s'il va à l'école, la lecture n'est plus un concept nouveau. L'écriture n'est plus un concept nouveau. Il sera dans une phase d'adaptation. Il sera en train de comprendre pour dire, ok, ça se fait chez moi, je n'ai pas encore vu ça, mais il va plus évoluer que quelqu'un qui, comment on appelle, qui n'a pas la culture de la lecture. C'est pourquoi c'est plus facile pour les Européens, même si c'est facile de passer d'une langue à une autre. Moi, j'avais eu un supérieur qui était qui parlait allemand. Et il est venu au Bénin, il ne parlait pas du tout français. Mais je vous dis, en 6 mois, il écrit des rapports que moi-même, francophone, là, j'ai lu le rapport, j'ai dit c'est pas possible. Et il a écrit lui-même. Au fait, il est intellectuel dans sa langue déjà. Donc, il sait comment structurer les idées, il a de la méthode. Et même s'il écrit avec faute, il garde la même structure. Il est très structuré dans ce qu'il dit. Et avec le passé amélioré aujourd'hui, pas couramment. Donc voilà, on peut s'adapter, surtout quand on a déjà dans sa culture, la lecture, l'écriture, et tout ça, ça nous facilite la vie aussi quand on passe à l'apprentissage digital. Donc c'est fini. Je voudrais qu'il y ait plus de slides, mais quand même, merci beaucoup. Je crois que j'espère que vous avez aimé. Et voilà, donc je suis aussi à la section. J'ai une seule question. Est-ce que la politique ou les dispositifs, je dirais, pour faire développer notre économie grâce aux langues locales sont mis en place? Je prends un exemple. Je prends l'exemple des œuvres littéraires dont on a parlé le matin. Est-ce qu'un livre écrit en langue locale aura le même poids et sera acheté comme celui écrit en français? C'est ma question. Je me demande pourquoi il y a un peu de ah non, nous devons faire nous écoles dans les ans au français de même économie ouais nous je n'ai qu'un peu de au n'est-ce pas manqué à d'autres mais et là à d'autres on met tout bedé mais on a eu tant de mais là à toi nous venons on a eu était ay hatame nous doit être on va dans une là ay xamé nous jodé nous aussi ndago le di noi a ticho ta gbe wan yin wa
on dit qu'il y a comment on voit notre consigne. On a savoir les gens même pour tout à nous beaucoup. Les tout mes bons, quand on vous présenter un dialogue là pour cause ma place à tort, aller Bénin. Mieux que mieux bon. Les tout mes bons, les tout mes blue. Bon, non tam. Bon, nous n'aimons ouais, mi déclare mes mignons dit. L'homme qui a fait non mieux via. Mais donc, on a savoir le mini donc ici derrière. Bon, nous on a tant d'eau. Nous les mettons. Bon, et c'est trop heureusement quand on a mis, il y a quelqu'un qui a. Bah, c'est vous nous l'avez donc ici derrière pour faire les non du bon. On finit au bété mais non de l'eau à l'Ibéné. Bon, mais quand on a bété on est là et bon. Au toit du palais, au Fongbe, à Jacques, au Dendi, Baton, au Mina, au Kodo, au Yoruba, on peut aller au Moro et rien, toi dans le palais. Loi, même million de Minagora, Minapon, donc, mais les coups de parole à l'heure, et que nous parlons de la Lille, de l'air français, alors, Jamal Béalo, André Médou, et les délimés. D'abord, on a parlé de préalable. Le préalable, c'est que les gens puissent se familiariser avec l'alphabet. L'alphabet existe, ça existe depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, c'est d'abord un travail d'initiation, et puis ensuite, on peut maintenant passer à l'étape de lecture. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je me suis levé un jour, j'ai dit, bon, il faut qu'on travaille sur les mots. Et je ne maîtrisais pas totalement l'alphabet. J'avais une idée, mais bon, il y avait quelques lettres. Il y a des graphies vraiment qu'on trouvait bizarres. C'est étonnant que bon, quand il s'agit de notre langue, on trouve ça bizarre. On apprend les autres sans problème. Et donc, il y a à peine 4 lettres, même 2, je l'ai dit, qui différencient l'alphabet du français et l'alphabet des langues. Et s'ils ne sont pas capables d'apprendre que les 4 lettres, là, ça pose un problème pour nous. Hein. Vous voyez? C'est ce que j'ai découvert. Et j'ai appris, j'ai pris le temps de lire les 4 là, et je me suis dit, c'est souvent ça. Et je vais vous dire, entre-temps, écrit dans nos langues était un peu archaïque. Aujourd'hui, les scientifiques ont remarqué que avec nos langues, on fait moins de fautes. Et c'est vrai, parce que c'est phonétique. Ce que vous entendez, c'est ça que vous écrivez. Donc, vous faites moins de fautes. Moi, je fais presque pas de fautes quand j'écris en fond. Mais dans les langues occidentales, avec l'évolution et tout, il y a eu une transformation des phonèmes. De telle sorte que la graphie ne reflète pas nécessairement ce qui est prononcé. C'est ça qui génère les fautes. Donc, préalable, oui, on peut lire les livres. Moi, j'étais étonné que j'ai lu 4 livres de la Bible, enfant. Et quand je lisais, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en tant que lecteur. Je voyais les images de ce que je lisais de façon nette et réelle. Vous savez, quand on prend un livre en anglais ou en français, c'est que, bon, l'imagination vient après une dizaine ou une vingtaine de pages où on s'achète dans le livre. Mais quand vous prenez nos livres, si vous prenez le livre, par exemple, la Bible, moi je félicite ceux qui ont traduit en langue. Ils ont fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler sur les langues sans même si vous n'êtes pas religieux, vous êtes tenu de passer par ce livre, parce que c'est un grand livre. Et les gens ont fait preuve de rigueur intellectuelle pour transcrire. Il voulait traduire par exemple le fait que dans la Genèse, il y a eu un tremblement de terre et les gens sont morts. Et ils ont dit, ils ont pris coup. La profondeur de l'image que ça donne est tellement forte que quand vous lisez, vous voyez dedans. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez commencer par lire, votre cerveau se connecte automatiquement au texte. Vous aurez quelques difficultés sur 2 ou 3 pages, et après, il y a ce qu'on appelle, il faut commencer par naviguer les pages. Vous ne voyez pas les pages. Vous êtes capable de lire une centaine de pages sans avoir les mots de tête lorsque vous êtes ici. Mais quand vous lisez les autres langues, ce n'est pas la même difficulté.
la vitesse de lecture est différente. Donc, enfant, par exemple, moi j'ai découvert que ma vitesse de lecture est plus nette qu'en français et en anglais. Ça m'a étonné, j'ai dit pourquoi? Une langue que j'apprends depuis des années, mais en fait, notre langue maternelle n'a jamais disparu, elle est toujours là. Donc, quand elle se connecte à la lecture, elle prend toutes les connexions possibles et vous allez vous étonner. Les pasteurs que vous voyez qui font des publications, vous pensez qu'ils lisent la Bible d'enfant. C'est pourquoi ils sont éloquents. C'est ça. Donc, je n'ai pas trop parlé parce que le sujet était bien précis, il fallait faire le lien entre l'économie et les langues. Et comme j'ai dit d'entrée, on a commencé par le Scrabble d'abord. On a fait du Scrabble enfant. Vous allez le voir tout à l'heure, on a fait une exposition pour passer du temps pour voir ce qu'on a fait. On a fait aussi ceci, fondé par les mots croisés, où ça permet aux intellectuels de se familiariser à la langue en jouant avec les mots croisés enfants. On vient de sortir ceci, ce n'est pas encore totalement public, mais j'ai pu appeler quelques exemplaires. C'est le Sudoku du Fongway. Ça vous permet d'apprendre les chiffres. Les chiffrements en font par les mots croisés. Et pour ça, on a développé une calculatrice enfant qui est disponible, qui est gratuite. Vous pouvez télécharger la calculatrice enfant. Ça permet de transcrire tous les résultats enfants, que ce soit de l'argent, que ce soit le comptage simple. Donc c'est libre. Mademoiselle à gauche, vous voyez, si vous êtes linguiste et que vous vous intéressez à l'art culinaire, donc vous devez avoir accès au vocabulaire. Et pour avoir accès à ce vocabulaire, vous devez aller aux sources. Si vous voulez faire du Mantendjan, vous allez rencontrer les bonnes dames des villages, en tout cas à côté ici, vous allez en trouver aussi. Mais c'est des gens qui vont vous parler en langue. Vous parlez le fond, ou bien la langue que vous parlez. Pour vous expliquer certaines recettes. Si on doit vous expliquer le bourguignon, par exemple, comprenez que bon, c'est des sens culturels, donc on va vous expliquer pourquoi le bourguignon. Donc, c'est que vous avez besoin de la langue pour communiquer et acquérir du savoir. Donc, la langue, nous, est un outil qui nous permet d'échanger avec les autres et de partager beaucoup de connaissances. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un transfert de génération en génération. Nos sociétés n'ont pas une gestion des connaissances, n'ont pas des instruments. Les instruments de gestion des connaissances, c'est bien sûr la littérature, les universités que nous avons. Donc, si ces universités ne prennent pas à cœur l'enjeu des langues, alors là, la transition sera difficile. Donc, les universités doivent comprendre leur importance dans le développement de ces langues. Dans comment on appelle, la transmission des savoirs. Je ne me rappelle pas s'il n'y avait pas la Bible, qui connaîtra Jésus. Personne ici. Jésus n'était pas français, il n'était pas anglais, il n'était pas grec. Mais par le livre, on a pu connaître tous ces gens. Donc, le livre a ce rôle, si vous remontez un peu, pourquoi tout ça, c'est qu'il nous faut une façon d'enregistrer le savoir. Ce qui se dit aujourd'hui, si ce n'est pas enregistré, si ce n'est pas écrit, ça va partir. Donc, c'est là que c'est même le prolongement de la technologie que nous avons. La technologie vient du fait que nous voulons sauvegarder des événements de notre vie, des événements, des dates importantes de notre histoire. Donc, c'est la conservation qu'on appelle l'écriture née de ça. Et la première technologie pour nous, les Africains aujourd'hui, avant, c'est l'écriture. Avant d'avoir l'IA, la technologie, on doit accéder à l'écriture. Si on n'accède pas à l'écriture, si on ne s'approprie pas à l'écriture, alors là, nous ne pouvons rien conserver. Donc, on a un problème de mémoire en Afrique. On a un problème de mémoire. Nous pensons que nos cerveaux sont suffisamment grands pour
pour garder des histoires de millénaires. Ce n'est pas possible. Il nous faut une autre technologie. Et la seule technologie aujourd'hui, c'est l'écriture. Si on n'écrivait pas, les réseaux sociaux n'allaient pas exister. Donc, concernant l'IA, ce que je peux dire, l'IA, ça peut être une menace quelque part, mais l'IA, ce n'est pas seulement des bases de données, c'est une intelligence, c'est une expertise qui peut faire des choses que l'homme n'a pas la capacité de faire. Et l'intelligence artificielle est un outil indispensable pour nous aujourd'hui pour relever les défis. Je vous donne un simple exemple. Pour traiter toute la Bible, moi je mettais 1 mois, 2 mois. Avec l'IA, je peux le faire en faisant de la linguistique appliquée à la programmation, je peux le faire en 1 heure ou plus. En 1 heure, c'est trop. Si j'arrive à écrire le code, je peux le faire en 15 minutes. Vous voyez le gain de productivité. Et l'IA est capable de reconnaître des, comment on appelle, des particularités aux langues que l'humain ne voit pas. Donc ne soyez pas étonnés que très très récemment vous voyez des produits qui sont adaptés. Les gens réfléchissent déjà là où ils sont, à comment ils vont répondre à ces questions que nous avons d'utiliser de langue. Les technologies, même pour développer le corps, ne vont pas venir de nous si on ne fait pas attention. Donc, nous devons tout faire pour utiliser l'IA et sortir le peuple de l'ignorance et de l'enfermement.